Bonjour, bonjour à toutes et à tous, avec Séverine Louvel et moi-même, donc Agnès Elmeguizon du CERAG et Séverine II du laboratoire Pacte. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir pour cette session autour de AI and Society. Cette présentation se déroulera en 2 temps. J'ai Manel qui me fait des grands gestes pour me dire qu'elle ne m'entend pas. Vous m'entendez? Moi, je m'entends très bien, en tout cas. C'est assez désagréable, d'ailleurs. Hein, mais... Donc, cette session se déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, nous aurons une keynote speaker en la personne de Kaylee Walker, qui nous parlera de la diversité. J'en dis pas plus. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons une table ronde autour des biais. Alors, évidemment, des biais algorithmiques, mais également des biais humains. Et on essaiera finalement d'aborder la question de la manière dont ces biais se télescopent et donc même s'amplifient. Voilà, donc ce sera pour la deuxième partie de cette table ronde. Dans l'immédiat, nous allons laisser la parole à Kaylee. Is you already online? Okay. So just a few words to introduce our guest speaker, Kaylee Walker. She's the Chief Executive Officer of the Australian Academy of Technology and Engineering, where she specializes in connecting technologists, engineers, and scientists with governments, business, media, and society. So today she will talk about diversity in computer science and talk about why it's everyone's business. In this talk, she will talk about how diversity in computer science is important for everyone and how it can be tackled from the individual, organizational, and systemic levels. So, Kaylee, the floor will be yours for about 45 minutes, and then we'll have about 15 minutes for discussion and questions. Thank you very much for being with us today, and yes, the floor is yours. Thank you. Thank you for your kind introduction, and thank you everyone for bearing with me as I present to you in English. I'm joining you today from the country where I live, Australia, and from Ngunnawal and Ngambri country. And in Australia, we are incredibly fortunate to live and work on lands that have been cared for by traditional custodians for more than 60,000 years of continuous culture. It's the oldest living culture in the world. The oldest continuous living culture in the world, and it's traditional in my country to pay respects to the elders and to the traditional owners. And at the Academy, we also have a tradition of paying respect to the continuous knowledge that is embodied in that ancient continuing culture of engineering and scientific endeavour and innovation. So thank you very much. I'm honoured to be asked to speak with you today about a subject that is very close to my heart, as well as being the Chief Executive of the Australian Academy of Technology and Engineering. I've also initiated, run and evaluated a range of different programs for gender equity and diversity in science, technology and engineering. So I come to you with lived experience and the stories of many, many women and non-binary people in science and technology who I've worked with over the last 20 years or so. So I want to start by talking a little bit about the global lockdowns that occurred at the beginning of the pandemic, because they brought and illustrated some of the points that I want to make today very beautifully. We found that lots of people, including people in science and technology, engineering and maths, started becoming very productive. They were finalising their reports more often, their plans were solidifying, they were writing books and publishing papers. And a lot of people were finding that the benefits of staying home and keeping themselves cloistered in a study or in the back room to be quiet, to concentrate for stretches of time, were very, very evident. And it's had a lasting change on the way in which we think about arranging our working days and balancing our work with our family and other commitments through our life. But of course, like all of this, there was a catch, because the benefit
that was evident through the pandemic was almost exclusively a benefit to men. By contrast, women's measurable professional outputs and achievement fell. And in academia, this meant falling publication rates, failing research, fewer opportunities to speak at conferences, fewer opportunities to review high-profile papers. And the reason for this was very simple and probably very obvious to women who are listening today. That is, in most parts of the world, women do most of the caring work. So when childcare shut down, and when women were suddenly even more than usual needing to juggle work with full-time schooling, with childcare, with caring for elders, women's professional achievements became a lot more difficult to achieve. And by contrast, many men were quite comfortable and felt it very reasonable to carve out their professional time and to spend a lot of hours focusing at work with the door shut, while perhaps family life or other life continued in other parts of the home. And of course, I'm here speaking about women who were able to keep their jobs through the lockdown. And we know that there was no guarantee of that, particularly for academia. In Australia, it was particularly exacerbated because our academic sector, our university sector, has financially relied very heavily on international students. And of course, when the pandemic started causing shutdowns and travel started to dry up, international students were either fleeing to get back to their home country, or they sought other employment elsewhere in Australia. And so suddenly the university sector in my country changed very dramatically. We also know that women are overrepresented in junior roles and in casual roles across the entire workforce. And so when the economic troubles come, women are much more likely to lose their jobs first. People in casual and unstable work are always the first to go. So their jobs are much less secure, they are easier to cut. So obviously this wasn't unique to the pandemic, but that turmoil and those lockdowns from the early year or so, the first year or so of COVID-19, really magnified a pre-existing condition and gave us a new heightened lens on where the problem lies and I guess some clues about what we might start to do about it. So we know that pandemic or no pandemic, women are dropping out of computer science faster than they are from other science and technology disciplines. I have mostly statistics for Australia, but I have it on good authority that these statistics are very similar in most parts around the world. Not everywhere, but in many countries. So between 2015 and 2019, the number of Australian university enrolments for women in information technology climbed by about 1,000 a year. So the trend was positive. And they hit a peak of about 8,000 in 2019. The same year, in Australia, there were 33,000 men enrolled in IT. At the same time, the number of men who completed that technology degree grew from 4,000 in 2015 to 6,000 in 2019. And the number of completions for women did not change at all through that time. So 1,000 or so a year for each of those years. So clearly it means that although more women were entering, the same number were completing their degree. So there was a higher dropout rate for women. In Australia, at the moment, about 18% of information technology graduates are women. In 2020 in Australia, and that's the latest statistic that I have, the median income for postgrads in IT was $82,000 for women. For men, it was $101,000 a year. So it's quite an obvious difference there in the starting salary once they finished university. We also know that 10 times as many men as women who have these sorts of degrees are employed when they graduate in computer system design and related services. So this is true across the sectors. It doesn't matter whether you are looking for a job in academia or in the private sector. The big consulting firms who have paid some mind to these statistics say that women in tech leadership is slowly growing, and that's good news.
This year in big tech, women hold about 1/4 of the technical roles and about 1/4 of leadership roles. And that's actually been quite a big uptick in the last few years. And that's actually more true at the top end of town. So the bigger companies are much more likely to have women in leadership. Startups and the small to medium businesses are dominated by men at every level. No, I do not have slides, thank you. Sorry about that. I'm not so much a fan of slides. I can just see some chat going on. So there is slow progress, but there is still significant disparity. I want to tell you a story. There's an excellent book called Invisible Women by a British academic called Caroline Criado Perez, and I do recommend it if you haven't read it. It's very relevant to people working in data science and computer science, and it's a comprehensive analysis of the global gender data gap, and it's directly relevant to the work that people in our sector do. So she points out a number of, frankly, quite outrageous situations that have emerged from that data gap. Some examples include Google's voice recognition software, which is 70% more likely to accurately recognise male speech compared with female speech. She writes of a story where a woman called the manufacturer for help when her Buick's voice-activated phone system wouldn't listen to her. And the man who she got hold of on the phone told her very plainly that it wasn't ever going to work for her. He said, these voice activation systems seem to like the deeper voices, so you should get a man to set it up. So I think it's not too much of a stretch to understand the problem with a voice-activated car computer that doesn't recognise your voice and the potential dire consequences that might have. The same fear arises when you look at medicine. We find in hospitals that notes that are dictated to emergency room doctors by emergency room doctors and translated or scripted by AI have a higher level of error for women doctors, so for the higher pitched voices, than for male doctors with the lower pitched voices. And some of as many as 15% of those errors are critical, so they're really affecting patient care and outcomes. So unfortunately, the response by the companies that make these systems, the response by the decision makers in the companies has unfortunately been that women just have to work harder to lower the register of their voice. They need to change the way that they're speaking so that voice recognition works better for them. In fact, one of the car navigation system designers said actually that women would need lengthy training to be able to use their systems. But of course, this is absurd. The problem isn't with women's voices. Actually, on average, women are found to speak with better enunciation. They speak slightly slower than men, and therefore, on those counts, their voices ought to be much more easily recognised by voice activation systems rather than less easily recognised. So, of course, the problem isn't the software. The reason that it doesn't recognise women is that it's been trained on large databases of voice recordings. And these corpora are dominated by recordings of male voices. And so, of course, when they're used to train translation software, web search algorithms, CV scanning services, and a whole range of other voice recognition systems, they are male biased. They're male biased for text recognition systems as well. Female pronouns appear in these bodies of words and sentences that are used to train less than half the rate of male pronouns. So, for example, using Google image search, when you Google image search the word golfer, you have a whole lot of pictures of men who have, you know, their golf club up mid-swing, and you get one picture on the front page of that search on the top search results. You get one picture of a woman golfer, and she's kind of dressed a bit sexy and she's leaning suggestively against a flag. The same thing happens for an image search of the word boss. All of the images on the first page are of men.
If you Google image search tech startup, you find all men with the exception of one woman at a computer, and there's a man standing behind her, pointing and presumably giving instructions. There's also been plenty of research to demonstrate that in multicultural societies, CV scanning software is biased towards Anglo men. We have smartphones that a smaller hand like my own can't hold up and film with very comfortably with one hand. They were designed for the male hand. We have women suffering more severe car injuries in car accidents, particularly when they're driving. They're much more likely to have a severe injury or die if they are driving than a man. It's not because they're poorer drivers. It's because the way that the console has been designed, the way the car seat has been designed, the way the steering wheel, the position of the steering wheel and the design of the airbag have all been designed for an average male body. The same thing happens when we come to heart attacks. The number of deaths from heart attacks is roughly the same for, that many more men are hospitalised for heart attack, but the number of deaths from heart attack are roughly the same for women and men. And that's because the majority of the subjects in the majority of research of heart failure have been men. So we know very well what symptoms to look for when a man is having a heart attack, but the signs and the symptoms for heart attack in women are slightly different. So we're not trained to recognise them either as civilians or as doctors or as paramedics. We're not trained to recognise them quite so well. So about 14 years ago, there was the tech magazine Wired. The editor of that magazine, Chris Anderson, wrote an article called The End of Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Model Obsolete. Anderson believed that the volume and the availability of big data was sufficient in and of itself to solve most of the world's deepest challenges and conundrums. And through high-powered real-time analysis, using the right kind of programs, software and computing power, we would actually remove the need for predictive modelling. So it's a really lovely and a very attractive idea, because why would you need to hypothesize and predict when you can actually crunch the real data and or teach your algorithms to do that and get a real world answer in a much more robust scenario and in much quicker time. And the very simple answer to why that's not a good idea is that women are largely absent from the numbers. We have so little data globally on how women communicate, move, eat, how they work, how their bodies function in response to various stimuli, how they use transportation, how their patterns of transportation are impacted by the caring responsibilities that they have more of a load for than men. So the data sets are fundamentally flawed. And that flaw is exacerbated if the algorithms are then written by teams that exclude women. And this is where all of you come in. So it's very tempting to say that facts are facts and to ignore the glaring holes in the data sets, because facts, as we know, are not facts and analysis is not analysis. We are all subjective. The work that we do is therefore all subjective, as much as we would like to and are tempted to think that it is objective. By excluding women, either consciously or unconsciously, from our data sets and our problem-solving capability and our decision-making, we are actually missing out on not just an extraordinary opportunity to solve problems more robustly and more creatively and more quickly, we're also missing out on a huge market globally. We're missing out on the best possible solutions, and we're also missing out on transformative insights. We actually need to account for women's experience, for their bodies and for their relationships to the world, to inform us as we think through the challenges that are incredibly urgent, increasingly urgent and global today. So some of you might be familiar with the British comedian Sandi Toksvig. She studied anthropology at university, and she famously tells a story about a time when she was at uni and a lecturer held up a bone with 28 markings on it and stated that some experts in the field believed that this was man's first attempt to make a calendar. The lecturer asked, what man needs to count 28 days? I put it to you that this is woman's first attempt to make a calendar. And it's just a really, I think, neat example of the insights that we might be missing out on if we don't deliberately curate a diverse and gender inclusive
computer science workforce. Because we're incredibly experiential creatures as humans. We can be incredibly empathetic individuals, but still struggle to see from the perspective of somebody whose experiences are different from us, who's not like us, who's had a different upbringing to us, who's been socialized in a different way to us. And this is the fundamental reason why having a group of data science or analysts or computer scientists who are all the same gender, from the same education system, from the same race, from the same culture, who are all able-bodied, why this is a problematic situation, not just for their own capacity to do good work, but also for the implications for the way that their work they are doing is realised in society. Because we know that computer scientists and AI, driven by data, are fundamental to organising our societies, and they're only going to become increasingly so. But they are only as good as their architecture and the information that we feed them. So, you know, if you do get a whole lot of people who are the same and you give them the same training, then you end up with groupthink, and you really severely limit your capacity for genuinely insightful and creative problem solving. We know that a lot of research around the world has shown that inclusion and diversity of views and perspectives are actually essential elements for responsible innovation. And of course, I'm not just talking about gender diversity here. In many nations around the world, our default worldview is white and it's able-bodied. In Australia and I think increasingly in Europe as well, we talk a lot about the bamboo ceiling, and here people of Asian and Pacific Island descent and in America as well, they're strikingly underrepresented at leadership across all sectors of the economy, but they're particularly underrepresented in technology. And it feels like it should be wrong because the stereotypes that persist around Asians excelling in technology and engineering are very, very strong. But actually leadership is a really tough one to crack. And in Australia, only 1.6% of Asian Australians become CEOs. I want to tell you a little bit about a woman named Professor Dida Zaugi, who's the chair of the Diversity and Inclusion in AI think tank at the Australian National Artificial Intelligence Centre. So she was born in Iran. She was born to linguistically and culturally diverse parents who belonged to severely persecuted minority religion, whose members are still denied of their basic human rights. Professor Zaugi has studied and worked in England and Australia, and she says she's experienced quite stark racial prejudice in both countries, as well as gender bias throughout her experience working in computer science and software engineering. She says, in the current state of artificial intelligence systems development and deployment around the world, we're faced with experience of biases, discrimination, injustice, and marginalisation for vulnerable groups. We must be prepared to interrogate and understand these truths about AI to help us find ways of overcoming the challenges and help a responsible development and adoption of AI technologies. We have an excellent opportunity to transform reactions to AI into an excited, positive feeling of having agency to shape the future of technology. I dream of the day, hopefully not in the too distant future, when AI will have achieved a significant degree of fairness, trustworthiness, and inclusivity, that humanity can actually turn to AI to be inspired and learn how best to practice diversity, equity, and inclusion. So I've painted a pretty dire picture there, and I do want to share some good news, and that is that gender balance and diversity in leadership improves problem-solving ability, innovation, and performance. Companies with at least one woman in the chief suite, the C-suite, generate $44 million more economic value when the company focuses on innovation. And around the world, an analysis recently of 2,400 companies has found that those with at least one woman board member have a superior share price performance. So it's about 4 percentage points higher return on equity and 4 percentage points higher net income growth. So McKinsey has found that companies in the top quartile for diverse executive teams are 21% more likely to experience above average profits.
And diverse teams perform 12% better than homogenous teams in terms of productivity, and they have a 20% greater retention than teams that are not diverse. So they're pretty compelling arguments, business arguments, for deliberately being inclusive and supporting the attraction, retention and promotion of women and people from underrepresented groups. A few years ago, I met a talented Fulbright scholar, and I'd like to tell you a little bit about him. He's an engineer. He'd invented a new system for predicting falls in elderly people. His device clips on to the belt, or you can wear it around the neck, and it predicts with more than 90% accuracy when a person's likely to fall within the hour. So it sends a signal when it predicts that someone's about to fall. It will send a signal to a caregiver, and it will enable somebody to come along and intervene to prevent that fall. So he's saving elderly people from injury, and quite serious injury. You know, breaking a bone when you're elderly can be an inevitable decline down to being permanently bedridden. And it's also creating, obviously, some significant financial savings for healthcare and aged care providers. The reason it's so successful is that he used his lived experience to inform the device's design. He'd been blind from birth, and he navigates using a cane, and he also uses echolocation. He uses sounds to find the room. So he applied those principles of proprioception and echolocation to the design that he had created into his new device. And it's a solution, I think it is conceivable that it could have been invented by a sighted person, but it's a lot less likely to have been imagined by a sighted person in this particular configuration. And I think that's a really nice real-world illustration of why diversity isn't just the right thing to do, it's actually the smart thing to do, because we don't actually know what we don't know. So bringing a range of voices and perspectives to the lab or the sandbox or the workshop, it only strengthens our ability to innovate and problem solve. So in Australia, more than 420,000 women have STEM qualifications, but more than 5 years after graduating, 90% of them do not work in STEM. And this problem is not unique to Australia. Harmful workplace culture, poor access to childcare, a gender pay gap, a lack of flexible work arrangements, these all prevent women's full participation. The majority of girls who commence undergraduate degrees in engineering or technology are from single-sex schools in my country. So it makes sense when you consider that they've not been subjected to sexism in the classroom. There's no gendered expectation of which subjects they will study at school and which subjects in which they will excel. You can't just assume that the boys are naturally talented if there are no boys in the classroom. And teachers are more likely to work hard to support the girls' achievement in mathematics and physical sciences. They're also themselves not drawing comparisons day to day with the boys that they sit in the classroom with. So they're much more likely, or less likely, I should say, to decide that they fall short by comparison with the boys. And that means that they build more confidence in their ability. But something actually really strange happens at the end of the first year of university for a STEM degree. And that is that the dropout rate for girls who've been to a single-sex school is higher at the end of their first year of an undergraduate degree than the dropout rate for those who've come from a mixed-sex education. And the reason for this is that the girls who came up through mixed-sex schooling, even though there are fewer of them coming in to study STEM at an undergraduate level, they know what they're getting into. They've had practice with sexism. But for the single-sex students, it's a shock to them. They suddenly find themselves in the minority in a room full of boys who either very obviously or very subtly are sending them signals that this is not a place for girls. And actually, the reason that the mixed-sex students are less affected by this is that they've already experienced it. So for them, it's normal, and they've already learned to build that thicker skin and that resilience. And I guess for me, that means there's something, well, it's another illustration that there's something fundamentally broken with that system, because we actually ask an incredible depth of resilience of women in technology and engineering. We ask them to be very strong, to lean in, to be graceful, to be high achieving, to be emotionally intelligent, to give more service, unpaid work, to be calm under pressure, to be persistent to levels that we actually very rarely ask of men in technology and engineering.
So I want to be very clear here. We are to make no mistake that when women enter these fields, still, they are entering men's spaces. These fields are not gender neutral. The myth of meritocracy is very persistent. It's very harmful. We really love to believe that we're objective, particularly in science and technology. We're taught very much that we are objective, or we can be objective. We like to think that we're objective assessors of merit and achievement, but actually we're not. That myth harms the way in which we hire, it harms the way in which we collaborate, the way in which we promote. There's very strong evidence that women receive personally critical feedback in performance reviews much more frequently than men. They're much more likely to have their personality reviewed. Men hardly receive this kind of feedback at all. And that white men receive higher pay rises and bonuses than equally performing women or people of colour. So a surprising rate of tech entrepreneurs state that they're not at all interested in diversity, but they want to hire good people. And at the same time, they show a lack of awareness about their own biases. They don't believe that they have any, but this is actually not true of any of us. Every single human being carries bias. And if you believe that you don't, if you think that you are not sexist and you are not racist, and you feel like you need to tell people that you're not sexist and you're not racist, that's actually a pretty good flag that probably you might be, and you are unlikely to be objective. Those of us who acknowledge our privilege and understand our biases and work to mitigate them by bringing together diverse assessment panels and blinded assessment processes are much more likely to be deliberately inclusive. More than 40% of women leave tech companies after 10 years, compared with just 17% of men. And it's not because of family reasons, and it's not because they didn't enjoy the work. They leave because of their workplace conditions. They leave because of undermining behaviour from managers, because of a sense that they are feeling stalled in their career. They're repeatedly passed up for promotion. They have their ideas dismissed. Their ideas are often either left to die, or they are taken up and resold as an idea belonging to a male colleague. And it's not just companies, academia is also beholden to this myth. The upper ranks of academia, and particularly in STEM, are dominated by white middle-class men. Women students and academics are much less likely than men to receive funding. They're much less likely to be granted meetings with leadership or be offered mentoring. They're more likely to be asked to do the mentoring. And women who have children are even more disadvantaged. By contrast, fathers, men who have children, are rewarded for being involved with their families. And this is obviously not confined to STEM, and it's also not confined to academia. This is something we see replicated throughout society around the world. Men are much more likely to cite themselves in academic journals, driving up one of those metrics that predicates academic success. Female-authored papers are accepted more often under double-blind review, which I think really demonstrates how biased our processes are. So if you're interested in measuring your unconscious bias about women in STEM, I encourage you to look up the Harvard Implicit Bias Test, the Harvard Implicit Bias Test. You can do it online. It's free. It's relatively easy. You can find it through a search tool. And it's quite an eye-opener, even for those of us who've been working very proactively to combat bias and unconscious bias in STEM. So the problem is threefold. It's around culture, it's around structure, and it's around the system. So it requires a complex and a multifaceted solution. So culture, we're looking at microsexism and micro-racism. And these are the daily small exclusions, the unthinking exclusions that make people feel unwelcome. We're thinking about language in job ads, organisational policies, newsletters, other communication materials that assume maleness and whiteness, and use language that it also assumes maleness and whiteness, even if it's not made explicit. We're talking about assumptions as well in the way that work is organised, and that will work for everybody. But we know that school hours in most places are not compatible with a 9-to-5 working day, certainly not compatible with an academic working day where it sort of creeps out and out and out and then takes up your waking hours.
and not compatible with a culture of presenteeism, and that's also not compatible with caring for elderly relatives. So asking people to attend a meeting or a conference in person only excludes those who might be immunocompromised or have a condition that requires frequent rest or have caring duties or can't travel for another reason. Looking at structure, we know that many organisations assume equality or gender neutrality as a starting point, and they are structured around this, but actually this is not the truth of the way that our organisations are organised. That implicit gender bias is built in from the start to most of our institutions and our organisations. And assumptions of merit are very slow to change, and they fail to take into account the higher burden of volunteer and unpaid work done more often than by men, even in the workplace. Mentoring, assessment panels, pastoral care for staff and peers, running social events, and increasingly, for the right reasons, women are being asked to appear on panels and at events and make speeches as well, because event organisers are trying to do the right thing and ensure that they have a gender balanced panel. And at the extreme end, at the more obvious end, some workplaces are openly hostile to women and people of colour. I was speaking to a senior peer recently about how she, as a very senior engineer, in fact, a president or a former president of a world leading organisation, still feels unwelcome to go out to an oil rig because the toilets there are supposedly gender neutral, but they don't have locks on them. So she doesn't actually feel safe to go to the toilet. It's the sort of thing that you think shouldn't matter, but it really does. The system is bigger than any individual organisation, and it's still biased, especially in research. So more men than women are likely to win funding, and short-term grant cycles create inherent job instability, and they pose real challenges to the careers of people who take breaks. And they're most usually women, and they're most usually for caring duties. So paid parental leave is inadequate in most nations around the world, and where it does exist, it's still largely only offered to women and not to men, although there are obviously some excellent examples where this has improved markedly. Childcare is often very hard to access as well, and it can be very, very expensive when you do. So what can we do about it? Well, firstly, you don't know what you don't know, as I said. So a good place to start is by inviting different people into your teams and to your spaces and asking them not just for their work and their ideas, but also to tell you about their experiences, and then be prepared to genuinely listen and learn. I remember one of the roles I have had in the past has been as the Australian chair for the National Commission for UNESCO, and Australia and New Zealand support the Pacific Island nations at UNESCO to be able to participate fully in all of the general conference events and discussions. And it was a real lesson to me listening to some of the Pacific Island nation delegation leaders when the last time I came, which was about 4 or 5 years ago now, when they were talking about how it takes 3 or more days to travel from a small island state in the Pacific to Paris to attend the UNESCO General Conference. Internet's unreliable. The electricity is unreliable. The postal service is unreliable. And it can be very reliant on the weather and dependent on the travel schedules. And so you can imagine it's been even more disrupted in recent years. Also, these small island states have very small GDPs, and so they have less available disposable money to be able to send big delegations to Paris, and they can't afford to have permanent delegations in Paris the way that the wealthier nations can. But you think about that in contrast with people who are from another European nation who either have a permanent delegation at UNESCO HQ, or they are able to travel very easily within an hour or two, or at the most perhaps overnight, to be able to visit HQ and have all of those meetings before the general conference that really set things up and do the political groundwork to be able to get their issues heard and their amendments passed. So although UNESCO is based on the concept of one nation, one member, one vote, in reality, it's actually not how it works. And the Pacifica
were very clear in their last representation to the Secretary General to make it very clear that the one nation, one vote only really works if you walk as slowly as the slowest nation. And that means you have to account for the fact that sometimes you can't send a postal invitation to attend a conference that's happening in 4 weeks' time and expect that everyone's going to be able to come. You can't have a side meeting the week before the general conference and assume that every delegation will have a representative at that side meeting. So again, a very clear example of where it feels and looks equal on the surface, but in fact, the lived experience is something very different. But the people who are organising those conferences are not going to know unless they listen to the lived experience. So that next step from listening and being inclusive is to ensure that people with a diversity of experience and culture and gender and life paths are at decision-making tables. So not just in the workforce, not just in the research team, but also in the executive suite, also in the boardroom, also on the assessment and the selection panels and the organising committees and the speaker programs and in the middle management in particular. So having that diversity is a kind of inoculation against groupthink, and it protects against biased assumptions. And the first and most important thing that we can do to proactively increase women's participation in all spheres and life of influence is women don't forget that women exist nearly as often as men too. So we need to look at systems. We need to support structural change. We need to look at things like the work of Data2X established by Hillary Clinton and Melinda Gates, which has been chipping away for a decade or so at the gender data gap. $500 million a year, they estimate globally, is needed every year until 2030 to actually adequately make good on that gap and close that gap. But as recently as last year, fewer than half the countries in the world had systems available to collect and analyse data to monitor Sustainable Development Goal number 5, gender equality. And fewer still collect that data over time and monitor change. So organisations can commit to a holistic diversity, equity and inclusion strategy. That's really important to creating an inclusive culture and to recruiting and retaining a diverse workforce. We can look to the research, we can look to the data, we can embrace goal setting and transparency and accountability. And I think really critical for tech companies to identify diversity metrics, report results and track progress, be transparent, be accountable, take stock of what is and isn't working, revise your approach, improve what you're doing. We can establish creative programs to hire, to retain and to promote and raise a greater proportion of women to leadership roles. That requires hiring and building a strong bench of female employees. Some tech companies have established apprenticeships, for example, that aim to recruit and upskill unconventional talent, people who are switching careers, people who are returning to the workforce after a caring break. And use the existing resources. There are lots of them, and there are lots of terrific resources around the world, and you'll find, I think, the resources that are right for you in your country. For individuals, well, there are also excellent resources, and you don't have to look too far to find them. You don't actually need to be in a leadership position either to affect the change, but the actions that you take if you are a leader and a role model can obviously be that much more powerful. So you can check who you're appointing and promoting. Are they just like you? Can you somehow blind the system so that you're not looking at a candidate's cultural background or their gender? If you're a leader, you can ask for data on hiring. You can ask for salary data. You can look at whether you have gender equity in pay at level. You can look at your promotions and all of that, and you can interrogate it by race and data and gender, and you can ask your organisation to do better. You can ask any recommendations for new hires to be benchmarked against your gender parity to make sure that your pay parity is not affected by migration into or out of your workforce. You can give up a little bit of power. If you're an academic, you can encourage your female colleague to put her name first on that grant application or that paper, and then you can cite her once she has. You can interrogate the context for the data you're working with. You can invite women
and people from marginalised communities to share their lived experience as you're devising and structuring your research, if research is what you do, as you're devising your data collection tool. And you can provide constructive criticism, invite them to genuinely do that and to listen, so you understand what's missing and which assumptions you might have made are erroneous. You can also be an ally in the moment for individuals. When you hear a male colleague speaking over a female colleague, you can intervene and you can ask her to speak. When a female colleague makes a good suggestion, you can echo it. You can publicly point out that it was her idea, and you can praise her for it. If you're in an all-male environment and you hear sexism, or you're in an all-white environment and you hear racism, you can challenge the individual. And you can do this in a very low-key and non-confrontational way, simply by asking that person to repeat what they said and ask them what they meant by it. Often that does cause some self-censorship. You can also be a sponsor. So when you're asked to speak or access an opportunity, you can look around to see if there's a culturally diverse colleague or a woman who could do a great job and who could benefit from the opportunity and the development. And you can invite your diverse junior colleagues in to present with you and help them to gain their confidence and have opportunities to be visible and to network as well. I think really importantly, you can, and this is a really important message for the cohorts that I work with every day, and I suspect all the people in this room too, don't assume that you are the smartest person in the room. We are all very clever, but it's very important to be humble and to understand that you have something to learn as well, and you have a role in asking questions and listening to answers. And I really do believe that if each one of us vowed to create or give just one opportunity for one woman and one person of colour every year, that actually alone would make a huge difference. And I'd like you to just, as I close, imagine for a moment what kind of world we could be living in if we access the full capacity of our extraordinary human resources. So thank you very much. I'm happy to take any questions if we still have time for them. And I see that you may ask questions via the chat. Thank you. I can't hear you, but I can see you clapping in the room. I appreciate it. Thank you very much, Kelly. Do we have any questions on Zoom or comments? I can't see. No questions or comments. Question in the room, yes? I just wanted to thank you because I, you know, as much as I'm boiling under my skin, because we all know a lot of these things as women, and it does make me boil under my skin. I also think it's great that we're actually having this conversation now in this type of arena where everyone is hearing the things that maybe women have said over and over for years, but now it's touching everyone and not just women. What's your feeling on having quotas for executive teams? That's one of the things that I've looked at a lot in the last few years. We have a lot of startups here in Grenoble being created, very technical startups, deep tech. And I'm noticing that probably, I mean, I'm going to estimate here, but let's say 95% have almost uniquely masculine groups as founders of the startup. And it seems to me that if we're starting on the foot of entirely masculine executive groups, that may get better 10 years down the line when we introduce maybe a marketing executive that's a woman, but the technical team usually stays very masculine. How do we systemically attack that issue? Because that's where a ton of the power ends up lying in terms of how we approach human resources, how we approach workplace politics. You know, I actually have friends in Grenoble, girlfriends, scientific, in startups, who have said, I earn less than my colleagues, I have less time off, and all the decisions are being made by men, and yet we're being held up as a very innovative startup,
and there's like a dissonance between how innovative we are in terms of our executive team and how innovative we are in terms of our technology. Yeah, thank you so much for your kind comments, and thank you for excellent questions. I have come slowly to embrace quotas. I thought some years ago I was not in favour of them, and I felt that it would disengage the people who we needed to engage in the leadership room to be able to insist on quotas. And, you know, there has been that. I raised in my speech the question of merit and this false assumption that that we are objective when we come to merit-based assessments. And we really aren't. What we mean when we say merit is somebody who achieves in the same way that I achieve. And so I actually am, I think quotas are really important. The reason that I think quotas are really important, that I've come to that view, is that over decades of working on this issue, there has been no change or no significant change in these statistics. The statistics that I've shared with you, there is a little bit of hope in them that I've shared with you today, or tonight for me, actually. It's nearly 10 p.m. here. But they've changed very, very slowly. And the only way, if we keep waiting for them to change, it's going to take decades more. In fact, I was speaking with someone who's done some more recent research earlier this week, and she said 140 years if we continue to change the way at the pace that we have been changing in terms of gender balance in representation on the technical teams and in the leadership teams. 140 years, we'll all be dead by then, and so will our children. So we can't afford to wait, actually. And I think that it's actually an existential urgency now when we're looking at the way in which AI is increasingly an embedded part of our society and running our systems and our social systems and our education systems and our health systems. And if we're looking at the fact that, climate change really is the biggest and most important challenge that we have globally, requires the most possible thought leaders and problem solvers and diversity of creative problem solving at the table. We cannot afford to wait 140 years. We have to do this now. And the only way that we're going to do that is to have quotas and to have requirements. And I would go further than saying that we need to have quotas in leadership and in our technical teams. I think we also have to have quotas in our funding systems, particularly when it comes to academia. And we are working at the Australian Academy of Technology and Engineering. We are working with the Australian Research Council and the National Health and Medical Research Council, our two major research funders, to require, hoping to move towards requiring applying institutions to have gender equity in the number of women and men who are applying as lead investigators in each school, not just across a whole institution, because it's too easy then to say, well, we've got all of the historians who are women and all of the arts professors who are women applying as lead investigators, and that balances out all the men who are applying as lead investigators in the physical sciences or technology. So yes, very robust, yes, we need quotas. I think I'm a fan of the 40-40-20 approach. So you have 40% men, 40% women, and 20% could be whoever. It allows for a little bit of flexibility because you're not always going to get 50-50, and you want to make sure that you do have the right people at the table. But it also is more inclusive because it enables for people of non-binary gender identities to be able to be part of that too. Is there a comment in the chat, or it's not a question or a comment? Okay. I can't see anything in the chat. Okay, well, if there is no other question or comment, thank you very much again, Kelly. That was really interesting. And it's probably time for us to move on to the roundtable. Thank you very much for having me. Bien, on va donc repasser au français, commencer par un mea culpa. Notre
table ronde n'est pas à la parité, on n'est pas à 50-50, puisque nous avons 2 hommes et une femme. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Rendez-vous pour les Miailles 2023. Commencer donc par donner la parole à Christelle Martin-Lacroux, qui est maître de conférence en sciences de gestion au CERAG, donc le laboratoire de gestion de l'Université Grenoble-Alpes, qui dirige le centre des pédagogies mutualisées et donc qui est membre du CERAG. Elle va donc nous parler du choix des recruteurs face à une recommandation algorithmique de présélection et se poser la question de savoir s'il y a un biais d'automation. Je lui laisse la parole. On va aussi accueillir tout de suite nos 2 autres intervenants, donc Gilles Bastin et François Ponté, que nous vous présenterons par la suite. Et je vais les inviter donc à s'asseoir autour de la table. Christelle, tu peux tout de suite. Merci. Bonjour à tous, donc je m'assois. Oui. Bonjour à tous. Je vais vous présenter effectivement un rapide aperçu de travaux que j'ai menés récemment sur le comportement des recruteurs quand ils sont confrontés à des aides automatiques de décision de présélection de candidats. Ah, génial. Je vais mettre là, merci. Alors, très rapidement, parce que le temps est compté, vous savez tous qu'aujourd'hui, toutes les étapes du recrutement sont impactées par les nouveaux outils, enfin les outils qui intègrent la technologie algorithmique, que ce soit aujourd'hui l'analyse automatique d'entretien vidéo dont a parlé mon prédécesseur, que ce soit également des outils de recommandation de candidats. Et on sait que dans ces questions-là, le rôle de la confiance est extrêmement important, puisque les recruteurs peuvent en gros être sujets à 2 types de comportements. Soit ils ont tendance à faire vraiment confiance aux algorithmes et à suivre presque aveuglément leurs recommandations, même quand l'algorithme fait des propositions qui sont erronées. C'est ce qu'on appelle le biais d'automation. Et à l'inverse, on peut se retrouver dans le cas de figure selon lequel les recruteurs ont une défiance envers tous les outils prédictifs de recrutement parce qu'ils considèrent effectivement que ceux-ci ne sont pas dignes de confiance. Globalement, ce qu'on sait sur le recrutement, c'est qu'on a plutôt tendance à observer une aversion algorithmique. C'est-à-dire que lorsque l'on interroge les recruteurs, ils déclarent ne pas faire confiance dans les outils prédictifs de recrutement et préfèrent se fonder sur leur propre jugement ou sur le jugement des pairs. C'est ce qu'on a voulu vérifier en mettant en place une expérimentation avec un collègue pour se questionner vraiment sur à la fois la confiance déclarée par les recruteurs dans ces outils algorithmiques et puis voir si ils ont tendance à se conformer aux recommandations algorithmiques ou s'ils sont cohérents avec la confiance qu'ils déclarent et au contraire, ils s'appuient uniquement sur leur jugement. Donc très rapidement, on a demandé à peu près à 700 recruteurs d'étudier une offre d'emploi et d'évaluer 2 CV qui étaient reçus en réponse à cette offre d'emploi, avec un CV qui était parfaitement en lien avec les attentes de l'offre et puis un CV qui était un petit peu en dessous en termes de matching avec les attendus du poste. Et on leur a demandé à chaque fois de prendre une décision. Et ces décisions étaient assorties dans un certain cas de recommandations soit humaines, un collègue qui propose soit le meilleur CV, soit le moins bon CV, ou dans d'autres cas, une recommandation qui était algorithmique, telle que vous la voyez ici, se présenter comme ça, où on avait effectivement un algorithme qui classait les CV. Alors dans un certain nombre de cas, l'algorithme proposait le meilleur des CV. Et puis, plus intéressant évidemment pour nous, dans un autre cas, c'était le moins bon des CV qui étaient recommandés par l'algorithme. Et nous, on a voulu étudier si les recruteurs étaient capables de rester sur leur jugement initial. Alors, globalement, en termes de confiance, ce qu'on remarque ici, c'est que les recruteurs déclarent faire plus confiance
aux recommandations humaines, et là vous voyez aux recommandations humaines cohérentes. C'est-à-dire que lorsqu'on leur a proposé des recommandations, c'était toujours la recommandation qui était faite par un collègue humain et qui était de recommander le meilleur des CV qui inspirait le plus confiance aux recruteurs. Et à contrario, regardez, quand c'était une recommandation algorithmique qui était incohérente, ici, on a un niveau de confiance qui était plus faible. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ce qui l'est un peu moins, c'est que dans les faits, eh ben, lorsqu'on a demandé aux recruteurs de classer les dossiers de candidature, lorsqu'il s'agissait d'une recommandation humaine, vous voyez qu'on a en orange le CV, le meilleur CV, et on a en vert le moins bon CV. Quand la recommandation était de classer le meilleur CV, les recruteurs suivaient cette recommandation faite par un collègue. A contrario, vous voyez qu'on a une légère baisse quand la recommandation était de classer numéro 1 le moins bon CV. Mais ce n'est pas significatif, c'était toujours le meilleur CV qui restait classé. Ce qui ne se passe pas du tout dans la situation d'une recommandation algorithmique incohérente, parce que là, regardez, les recruteurs ont eu tendance à classer numéro 1 le CV le moins bon quand l'algorithme leur conseillait de classer le moins bon CV en numéro 1. Ce qui signifie qu'on a des recruteurs qui déclarent faire confiance aux humains, mais que dans les faits, ils ont été beaucoup plus influencés par une recommandation erronée quand elle émanait d'un algorithme plutôt que d'un humain. Ça pose la question, alors là, vous avez une autre manière de présenter les choses. Regardez, quand la recommandation est incohérente, eh bien, le moins bon CV est classé numéro 1 dans 55% des cas. Quand la recommandation est incohérente mais vient d'un expert humain, le moins bon CV est classé numéro 1, mais seulement dans 40% des cas. Donc on voit bien que l'influence de l'algorithme est plus forte que l'influence d'un humain quand la recommandation est incohérente. Donc, ça pose la question d'un biais humain ici. En gros, on a réussi à montrer que même si les recruteurs déclarent être beaucoup plus confiants dans l'expertise d'un humain, dans les faits, ils sont quand même influencés par des recommandations algorithmiques qui posent là quand même le problème de l'explicabilité des décisions. Comment faire pour expliquer à un candidat qui est rejeté qu'il l'a été quand c'est sur la base d'une recommandation qui est fausse, sur laquelle on n'a pas d'informations sur le résultat. Voilà. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler toujours sur la réaction des acteurs dans le recrutement, mais on va s'intéresser davantage dans une prochaine étude qu'on est en train de monter aux réactions des candidats quand ils savent que c'est un algorithme qui a pris une décision sur leur place dans le process de recrutement. Quelles sont leurs perceptions quand c'est non pas un humain qui a pris la décision, mais un algorithme qui a décidé de le classer ou de le déclasser du process de sélection. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai tenu le timing. Parfait. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne les 3 présentations et qu'on ait ensuite un temps de discussion croisée sur les 3 présentations. Donc la présentation suivante sera faite par Gilles Bastin, qui est professeur de sociologie à Sciences Po, Grenoble, responsable de la chaire Société algorithmique et co-porteur du projet Gender News. Et donc dans cette présentation, Gilles va nous parler des biais de genre dans la presse française et de la façon dont l'IA peut nous aider à les appréhender. Oui. Un petit problème d'affichage. Qu'est-ce que je dois faire quelque chose? Ouais. C'est bien ce que je pensais, oui. Qui sont là? Je suis désolé. Super, merci.
On est désolé. C'est bon. Je crois que je suis en train d'avoir un effet massif sur le système d'une certaine façon. Ah ben voilà, super. Alors du coup, ok. Bon, j'espère qu'on ne me déduira pas ce temps de présentation de 10 minutes. Alors, donc en fait, effectivement, j'ai contribué avec d'autres à coordonner des recherches sur des effets en fait, d'introduction d'algorithmes dans certaines activités sociales comme la santé, la police ou les médias. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais faire un petit peu autre chose, qui est de réfléchir un peu à voix haute avec vous sur quelques résultats d'un projet que l'on mène avec Ange Richard et François Porté sur les biais dans les médias. Et comment est-ce qu'avec des outils qui s'apparentent à de l'IA ou en tout cas une approche computationnelle et algorithmisée des données, on peut contribuer à les mettre en évidence. Voilà. Et vous allez voir que là, la question que je vais poser porte aussi sur le rapport des individus en fait, à ces biais. Et je voudrais vous proposer quelques pistes. Donc nous avons en fait mesuré des biais, notamment chez les partenaires de cette recherche qui sont l'AFP et Mediapart. Et une des choses que moi j'ai découvertes en fait en faisant cette recherche, c'est que les gens auxquels nous parlions ne nous avaient pas attendus en fait pour identifier des biais dans leur activité. Et que d'une certaine façon, ce n'est pas la découverte de ces biais qui les intéressait le plus, ils n'étaient pas naïfs à ce propos et qu'ils étaient capables de sélectionner aussi un certain type de biais qui les intéressait particulièrement ou qui leur paraissait particulièrement manifeste. Donc c'est pour ça que l'idée était de réfléchir sur les biais des biais, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, nous ne percevons pas peut-être tous les mêmes biais dans des systèmes sociotechniques, comme disait Claude tout à l'heure. Et évidemment, c'est un problème très important, je pense, si on doit travailler sur la question dans les années à venir de la conscience algorithmique qui fait défaut, en fait, beaucoup dans la société. Alors, on peut se représenter rapidement, peut-être, je ne sais pas, la société comme ça, comme quelque chose qui est à gauche, c'est plutôt la société, voilà, quelque chose de très complexe et de mouvant, assez multidimensionnel. Et puis, ce que les médias nous en offrent, c'est quelque chose de moins multidimensionnel et aussi moins mouvant, qui est souvent un petit peu en retard par rapport à la société. Si on veut prouver qu'effectivement il y a ce passage de l'image de gauche à l'image de droite, eh bien, il faut trouver des façons de le mettre en évidence. Alors quand on fait des sciences sociales computationnelles, eh bien, on se dit qu'une bonne façon de faire, ça peut être peut-être de montrer qu'il y a de la régularité dans l'image de droite, en fait, hein, qui est cette régularité, du coup, nous questionne sur les normes qui conduisent à la produire. En haut, par exemple, vous avez le taux de masculinisation, c'est-à-dire le taux d'hommes mentionnés ou cités. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans la méthode là de calcul, mais des dépêches de l'AFP de 2019 à 2022. Et comme vous voyez, il y a une assez belle régularité. En tout cas, quand on fait de la recherche, on se dit, tiens, on a mis le doigt là sur quelque chose de très important, en fait. C'est-à-dire que, alors qu'il y a de l'événementialité très forte, hein, on pourrait imaginer qu'il y ait des semaines, là par exemple c'est à la semaine, hein, où il y ait plus de femmes présentes, et bien, en fait non, on est toujours à peu près entre 0,77 et 0,8, quelque chose comme ça. Une autre façon peut-être d'appréhender ça, c'est de se dire qu'il faut aussi qu'on soit en mesure d'objectiver la situation de la société telle qu'elle est et de comparer en fait la couverture médiatique à cette société. En bas, vous avez juste un graphe qui représente la même chose, mais dans 40 000 articles de la presse nationale en France sur les députés. Et la ligne rouge ici, c'est quoi? C'est la féminisation, enfin plutôt c'est la masculinisation de l'Assemblée nationale. Et comme vous savez, depuis 1990, il y a eu 4 chocs de parité qui ont conduit à ce que ce taux de masculinisation passe de 95 à 60% à peu près. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que le taux de masculinisation des médias, lui, s'est adapté, hein, certes, mais au bout d'un moment, ne s'adapte plus, hein, ne descend pas en dessous de 0,8, quelque chose comme ça. Donc on a à nouveau une espèce de régularité là qui peut être comparée. Donc on voit ici, on voit manifestement le biais qui est lié à la médiatisation de la vie publique.
que voient les gens, en fait, à qui on montre tout ça. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Les choses les plus intéressantes hop, je vais venir ici, voilà. Toutes les personnes avec qui on a discuté, le graphique qui a retenu leur attention, c'est pas du tout celui-là, c'est celui-ci, dans lequel les travaux qu'on mène ont consisté à modéliser la langue et à essayer d'identifier quels sont les verbes qui sont utilisés pour introduire des citations. Et ensuite, on fait un petit calcul pour essayer de savoir lequel est le plus probable, en fait, selon que l'auteur de la citation est un homme ou une femme. Et on s'est rendu compte en faisant ça qu'on avait de forts écarts. Hein. Alors il y a des verbes qui sont un peu au milieu que je n'ai pas mis là, mais les verbes qui ont l'odds ratio le plus important, c'est pour les citations de femmes dans les médias. Donc ici, de mémoire, c'est un quart des dépêches publiées entre 2019 et 2022, le jeu de données. C'est raconter, murmurer, soupirer pour les femmes et proposer, annoncer, penser, rétorquer pour les hommes. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est un peu la même chose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Hein. C'est-à-dire que si je reviens un tout petit peu en arrière, on décrit là plutôt ce qu'on va avoir tendance à appeler des biais de cadrage, hein, et pas de sélection. Hein. Le problème n'est pas de savoir quelle est la part des femmes dans la dépêche, mais plutôt quelle agentivité, quelle autorité est conférée aux femmes, par exemple, lorsqu'elles prennent la parole. Et d'une manière qui est sans commune mesure, hein, tous nos interlocuteurs, qu'il s'agisse de journalistes, on a montré ça dans des grands colloques de journalistes, on a montré ça à des gens qui font des politiques publiques au niveau du ministère de la Culture ou du Haut Commissariat à l'égalité hommes-femmes, etc., nous disent « votre truc sur les verbes, c'est absolument génial ». Et évidemment, moi j'avais plutôt tendance à penser que c'était génial, c'est d'avoir mis en évidence la régularité et le fait que ça ne bouge quasiment pas. Ça bouge un petit peu quand même, mais presque pas. Alors du coup, je me suis un peu interrogé et je voudrais vous proposer quelques pistes sur le fait qu'on ne perçoive pas les mêmes biais, en fait, que notre perception des biais soit un petit peu biaisée. Les choses qui me paraissent les plus flagrantes, c'est que, effectivement, des stéréotypes qui peuvent être rares, en fait, mais qui sont frappants, vont avoir tendance à attirer davantage l'attention et donc à être considérés comme des biais plus importants, en fait, que la régularité quotidienne d'un biais de sélection. Le deuxième aspect, c'est que les biais qui confirment en fait des prénotions sont aussi plus souvent perçus. Un troisième aspect, c'est que lorsque l'on peut considérer qu'il y a une responsabilité des individus dans ces biais, ils vont avoir tendance à être aussi plus facilement perçus. En l'occurrence, la question de savoir quel verbe on choisit pour introduire une citation, tous les journalistes, par exemple, perçoivent qu'il est possible de changer, en fait. Alors que lorsque vous leur présentez quelque chose sur des milliers de dépêches, eux voient ça comme une espèce de masse qu'on ne peut pas faire évoluer. Deux autres aspects très importants qui sont liés après à la façon dont on a essayé de faire expliquer ces biais par les individus. La première, c'est que en fait, la société est faite de systèmes de normes qui sont concurrents et que beaucoup de journalistes conçoivent qu'il y a des biais de sélection, mais en fait ont des systèmes de normes alternatifs qu'ils considèrent comme plus importants. Par exemple, la question de l'objectivité. Et donc, un des critères qui va être mis en parallèle de ces biais de sélection, c'est de dire oui, mais moi, quand je vais quelque part, je ne peux pas inventer, par exemple, des femmes si elles ne sont pas présentes. Et donc, si je veux être objectif, je vais devoir en citer moins. Donc là, il y a quelque chose de très important à voir, hein, c'est qu'il ne faut pas penser que tous les systèmes normatifs sont alignés quant à ces biais de sélection. Et le dernier point, c'est qu'il existe toujours une porte de sortie, en fait, quand on discute des biais. Et que cette porte de sortie, on a tendance à souvent la prendre parce que c'est une question qui nous met tous mal à l'aise. Alors, quand moi je m'adresse à des communautés d'informaticiens, la porte de sortie, je la connais tout de suite, c'est les données. C'est pas nous, c'est les jeux de données. D'où ma petite question ce matin. Et dans le cas des journalistes, évidemment, c'est la société, en fait, le problème. C'est-à-dire que c'est bien gentil ce que vous nous montrez, mais enfin, nous, on ne fait que refléter quelque chose qui est dans la société. Donc c'est toujours plus compliqué, en fait. Hein. Et évidemment, la représentation qui est ici, elle a le mérite de permettre d'introduire un petit coin là-dedans, puisque
On ne parle pas ici de choses qui sont de la responsabilité de la société ou qui sont très compliquées, mais simplement du choix des verbes employés par les journalistes. Voilà, alors pour conclure et peut-être aussi pour lancer ce que François dira sur le fait qu'il y a aussi des biais inhérents aux techniques qu'on a employées pour mesurer tout ça. Je voudrais juste dire une chose, c'est que pour moi, il y a un avantage très important en fait à utiliser quand même. Alors, je vais employer l'intelligence artificielle ici dans un sens très très large. Hein, il ne s'agit pas de savoir si on utilise toujours du machine learning ou pas, etc. Mais en tout cas, à produire ce genre de choses, c'est que en fait, pour qu'on s'accorde avec les gens qu'on observe, je pense qu'il faut qu'on rende quotidien et qu'on rende présent dans leur environnement l'ensemble des biais, effectivement, tels que eux les perçoivent, mais tels que nous aussi on les perçoit. Parce qu'il y a un petit risque de rendre ça assez folklorique au bout d'un moment, de présenter voilà, ces verbes, et puis que la question de la régularité que j'ai présentée tout à l'heure disparaisse. Et donc, moi, je me rends compte qu'une part de notre travail, ça doit être aussi d'essayer d'imaginer des dispositifs qui rendent visible tout ça. Et on a une grande chance, c'est que quand on travaille avec ces méthodes, on peut produire tous les jours, par exemple, des dashboards, des choses comme ça qu'on rend visibles aux individus. Et c'est aujourd'hui vers ça qu'on s'oriente pour essayer justement de rendre plus familiers les biais fondamentaux de sélection que j'ai mis en évidence ici. Voilà, je vous remercie. Merci Gilles, parfait pour le respect du timing. Et donc on va laisser la parole à notre troisième intervenant, François Porté, donc, qui est professeur en informatique au LIG, co-responsable de la chaire MIAI, Intelligence artificielle et langage, co-responsable du projet Gender News avec Gilles Bastin et responsable de l'équipe JetLab au laboratoire d'informatique de Grenoble. Est-ce que ça va marcher? Et la lumière fut. Très bien. Est-ce que ça va marcher? C'était une bonne question. Alors, tu as une délégation là sur la droite. Super. En tout cas, j'ai un nouvel écran. Donc, normalement, nous avons déjà vos slides ici, mais si vous voulez quand même utiliser le vôtre. C'est pas grave. Non, on va s'adapter. Non, sinon, on fait tout simplement. En fait, beaucoup de présentations qui ont déjà expliqué beaucoup de choses. Je vais pouvoir aller vite et donc rattraper le retard, en espérant ce que je devais finir à 15, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. Donc j'avais un petit slide sur la présentation de la chaire, mais bon, ce sera peut-être pas nécessaire. Donc c'est une chaire sur tout ce qui concerne le traitement automatique du langage et de la parole. On s'intéresse notamment à à des choses qui sont purement apprentissage, comment est-ce qu'on apprend avec de grandes quantités de données, qu'on modélise bien, et aussi à ces notions de biais, justement, est-ce qu'on arrive à les mesurer et à les prévenir. Donc ça, je ne sais pas s'il faut que je rentre vraiment dans le détail, mais il me semblait utile de rappeler qu'un algorithme, à la base, c'est quand même une liste d'instructions qui servent finalement à répondre à une tâche. Et ce qui change un petit peu dans le machine learning, c'est qu'on avait l'habitude d'avoir finalement des algorithmes qui étaient dans des programmes, donc où on parle bien des biais, en fonction de qui programme, qui fait ces différentes choses, qui vont apporter leurs biais, leur propre biais. Dans le machine learning, c'est un peu différent, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne se comprend pas toujours sur ces questions de responsabilité. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui vont apprendre des modèles. Et souvent, c'est dans ces modèles qu'on va trouver les biais, parce que les biais viennent des données. C'est pas notre faute. Enfin, si, bien sûr, c'est notre faute, mais donc ils viennent des données. Et ce qui est important de comprendre là, c'est qu'on a finalement ces deux environnements. Donc, d'une part, l'algorithme qu'on a cherché depuis des années à rendre le plus objectif possible, le plus matheux possible, le plus abstrait possible, le plus statistique possible, pour prendre des modèles sur des données. Donc, une espèce de séparation, une modélisation des données. Et donc c'est vrai que c'est un peu difficile de revenir sur l'algorithme d'apprentissage qui est censé lui être assez agnostique sur les datas en fait, qu'il va traiter pour aller vérifier s'il a introduit du racisme dedans, parce que évidemment ces choses-là n'ont pas d'intention. Donc ça c'est des choses aussi qu'on pourrait peut-être discuter s'il nous reste du temps avant de manger.
Ce qu'on va trouver plus classiquement comme biais dans les algorithmes de machine learning, donc tout ce qui est les biais statistiques que vous connaissez bien, on en a déjà parlé, donc les biais de sélection, est-ce que les données sont vraiment représentatives de la tâche que je veux effectuer. Et puis on va trouver aussi les biais cognitifs, donc tous les biais humains, qui sont soit ceux qu'on va trouver dans les étiquettes, c'est-à-dire ceux qui vont nous dire, qui vont aider l'algorithme à dire c'est ça qu'il faut faire, c'est telle tâche qu'il faut prendre, soit aussi dans les interactions, parce qu'il y a des algorithmes qui apprennent dans l'interaction, donc là aussi on va se retrouver avec des biais cognitifs, donc tout ce qui va être des biais de confirmation ou des biais de représentation. Et puis des choses on a un peu parlé mais pas forcément cité, c'est les biais culturels. C'est-à-dire que quand on va essayer de faire des tâches qui sont multilingues sur un ensemble de données assez vaste, et bien forcément la perception des scènes ou des choses qui sont à traiter vont être différentes. Alors du coup ça c'est très bien, je n'ai pas besoin de vous en parler, donc j'imagine que vous reconnaissez cet exemple-là en vision. On en a parlé longtemps. Donc c'est moins joli à montrer, mais il y a aussi des études qui ont eu lieu d'ailleurs avant ces travaux-là, en 2016, sur tout ce qui était représentation des mots. Donc moi je vais m'intéresser à tout ce qui est paroles et textes, évidemment. Et donc ici on a l'étude de, je ne sais pas où est la souris, l'étude de Boluk-Basby et al., qui s'intéressait à comment finalement les modèles de langue, ceux qui vont représenter les langues, vont ajouter finalement donc ils ont travaillé par analogie en se posant la question, voilà, les hommes sont à l'ordinateur, ce qu'ont les femmes au fait de gérer la maison, c'est des choses qui sont assez connues, et donc on va retrouver ici une liste d'occupations qui vont être associées soit très fortement femmes, soit très fortement hommes, et bon, j'imagine que vous ne voyez pas trop de surprise dans ces différents éléments, on les retrouve dans les données, dans les modèles plutôt, qui sont appelés sur ce type de données-là. On a d'autres choses aussi, donc, en ce qui concerne toute la parole. Donc, j'aime bien cet exemple parce que c'est un exemple donc, qui date du début du siècle, au moment où les radios étaient mises en place, ou on va dire pas au moment où les radios étaient mises en place, mais en ce qui concerne tout le broadcasting radio qui était fait à ce niveau-là, où certaines personnes disaient, en fait, les techniques ont été faites, alors évidemment par des hommes, à cette époque-là, et donc du coup la voix de la femme ne passait pas très bien. Et là on a un exemple qui nous explique que c'est parce que la voix de la femme était pas bien formée pour cette technologie-là. Et on ne s'est pas posé la question de comment faire cette technologie autrement pour que ça passe à ce niveau-là. On a aussi d'autres exemples qui sont très connus, qui sont, pour se rentrer un peu du côté homme-femme, sur le fait que les modèles de parole, donc on parlait tout à l'heure du fait qu'ils reconnaissaient moins bien les femmes, ils reconnaissent moins bien de toute façon tous les speakers qui ne sont pas natifs, tous les locuteurs qui ne sont pas natifs. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment au niveau, c'est plutôt américain, donc African American users, qui vont avoir plus de difficultés à utiliser des techniques qui ont été faites pour un certain type de population. Et donc là, vous avez le nom de la personne que Kylie citait tout à l'heure, si vous ne la connaissez pas encore. Donc où est-ce qu'on trouve les biais dans un système d'apprentissage de traitement, ici c'est plutôt orienté texte. On va les trouver donc évidemment dans tout ce qui est... Donc là, ici vous avez les données, ici vous avez ce qu'on appelle les représentations, donc les données généralement on ne les prend pas telles quelles, même si ça a tendance à se faire, mais en tout cas en texte on ne les prend pas telles quelles, on les projette dans un espace de représentation particulier. Et après, on va apprendre un modèle qui va nous dire, par exemple, ce texte est positif, ce texte est négatif, c'est le sentiment analysis, par exemple. Et donc là, les biais, ils apparaissent à différents endroits. Donc ça, c'est un schéma d'Urkovi et collègues. Donc d'une part, la sélection, on en a déjà parlé. Donc généralement, les données, on les prend, du moins au début, quand ça commençait à devenir vraiment très très prégnant, on les prenait là où on les trouvait. C'est-à-dire, il y a tout un tas de questions sur est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce que je peux les scraper en ligne sans problème légaux. Donc on les prenait là où on les trouvait, pas mal qui viennent de Reddit notamment. Il y a des biais au niveau de la notation, c'est-à-dire qu'on va demander à des gens de faire certaines tâches et ils vont avoir leur propre biais évidemment. On va avoir des biais sur la représentation, c'est-à-dire que la manière dont on projette ces différents textes dans l'espace va être aussi dépendant des régularités qu'on va trouver, et ces régularités qu'on a vues souvent il y a des textes qui viennent des journaux, donc on sait qu'il y a des biais dans ces journaux-là, donc on va les reproduire aussi. Et puis les modèles vont avoir tendance à se simplifier la vie d'une certaine manière, ou alors vouloir amplifier un certain biais qu'on va trouver. Donc ces modèles c'est les algos là, du coup, qui vont apprendre ces modèles-là.
en fonction de la tâche, de l'objectif qu'on cherche à atteindre, ils vont avoir tendance à amplifier ces biais-là. Et pas toujours dans un sens négatif d'ailleurs, mais en tout cas, ils vont le faire. Et ces biais ne sont pas toujours négatifs en tant que tels, c'est quand ils vont avoir un impact évidemment dans la société qu'on va parler de discrimination. Et évidemment, l'ensemble du research design ici peut être biaisé, on en a parlé tout à l'heure avec comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un, comment est-ce qu'on pourrait classifier quelqu'un de criminel rien qu'avec sa photo. Alors là, je proposais un petit exemple d'interaction, je ne sais pas si on a le temps. Non, c'est pas des photos. Voilà. Donc, imaginez, vous êtes recruté pour étiqueter une image. Comment décrivez-vous cette image-là? Flou, très bien. Happiness. Couple, ouais. Bon. Apparemment, ils sont bien habillés aussi, visiblement, ça on peut le voir. Hein. Donc peut-être qu'ils sont à une fête, peut-être que c'est un cousin, une sœur, j'en sais rien. C'est pas correct, mais black. Black, effectivement. Donc, selon votre culture aussi, vous utiliserez ce terme ou pas. Hein. Et puis, si vous voulez décrire cette image... Merci. Non, mais chacun a le droit d'exprimer son opinion, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, elle est floue. Donc là, mariage, marié, bouquet, etc. En fait, ça décrit exactement la même scène. Non. Sauf qu'il y en a une, alors je crois qu'elle est du Nigeria, je ne pourrais pas vous dire exactement. Donc voilà, ça décrit exactement la même scène. Donc forcément, quand vous allez voir, quand vous voulez dire, par exemple, je vais prendre toutes les données, toute la Terre qui représente tout, fonction de la coordonnée géographique, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les gens qui vont devoir les décrire, ils vont avoir leur propre biais, et il faut aussi... Donc pour quelqu'un qui vient du Nigeria, ce sera très facile, sûrement plus facile d'ailleurs de décrire les deux images, hein, parce qu'on est éduqué avec Hollywood, toutes ces visions occidentales du mariage. Donc voilà, quand on parle de biais culturel, c'est d'une partie de ces biais-là qui vont ancrer dans le terme. Je ne décrirai pas ça parce que je n'ai pas le temps, mais bon, ça c'est des sorties aussi. Là c'était la question, donc ça c'est plutôt pour Gilles, hein, est-ce qu'il y a du racisme dans les systèmes qui vont décrire des images, donc j'en parlerai plus tard si vous voulez. Alors comment on fait pour mesurer ces biais de manière automatique? Un exemple ici, c'est de faire des benchmarks. C'est-à-dire qu'on va sélectionner un ensemble de données dont on sait qu'elles vont avoir telle tendance ou telle autre, et de mesurer à quel point le modèle penche d'un côté ou d'un autre. Donc là, vous avez un exemple avec stéréotype, où vous allez avoir donc un stéréotype. Alors, j'ai perdu encore ma souris. Donc vous avez un stéréotype sur fat people et slim people. Donc stéréotype sur le fait que quand on a un certain surpoids, on ne peut pas être attractif, et puis à l'inverse, on ne peut pas être attractif. Et on va regarder à quel point le modèle est plus tendance à probabiliser, enfin donne de plus fortes probabilités sur une certaine sortie que d'une autre. Et à partir de ça, on peut mesurer. Sur un ensemble assez restreint quand même de paires. Hein. C'est là où on en est sur certaines parties du... Comment est-ce qu'on fait pour obtenir des modèles non biaisés? Ça, on ne sait pas répondre à la réponse tout de suite. Hein. Ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et la façon la plus simple, c'est d'équilibrer les données. Donc, on essaie de... Sauf que ça ne marche pas tout le temps. Donc, vous avez ici un exemple. Donc là, c'est une thèse qui a été soutenue d'ailleurs cette année. Donc, ici, ce que vous avez en ordonnée, ce sont les erreurs. Donc, plus c'est bas, mieux c'est. Et vous avez ici 3 cas. Donc ça, c'est pour de la transcription de parole, donc la reconnaissance automatique de parole. Vous avez 30% de femmes dans les données, 50% de femmes et 70% de femmes. Et en fait, plus vous mettez de femmes, et on s'aperçoit, la moyenne, c'est le petit point ici, plus votre système est robuste. Enfin, plus la moyenne est basse. Donc là, quand on biaise vers les femmes, donc pour cet exemple-là précis, on est meilleur aussi sur les hommes. Donc on arrive à extraire des choses. Donc les biais, en tout cas, l'équilibrage des données, c'est une étape importante, c'est une étape nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant pour débiaiser un modèle, pour assurer qu'un modèle sera débiaisé. L'autre façon de faire, c'est de faire en sorte que on essaie de mesurer au moment de l'apprentissage à quel point ces biais sont là, ce qui n'est pas évident non plus, mais du coup de façon à changer la régularisation ou la loss directement. Et puis une autre façon de faire, c'est de corriger le modèle, c'est-à-dire qu'on apprend le modèle, et on va aller fouiller à l'intérieur de façon à modifier son comportement. Donc ça, vous avez une étude qui est aussi... l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure sur les associations nurses, docteurs, ils ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de trouver à l'intérieur de leur présentation une dimension qui était représentative de différents hommes-femmes. Ils l'ont supprimé et ils trouvaient un meilleur effet. Mais ça a des effets de bord qui sont assez difficiles à mesurer sur ces modèles.
Je voulais juste mentionner ça parce que je trouvais ça intéressant. Il y a une start-up qui s'appelle Unbias, alors qui n'est pas de Grenoble, je suis désolé, j'espère que tu ne m'en voudras pas, Eric, mais qui est de Sofia. Qui est de Sofia, qui propose de voilà, débiaiser vos modèles. Alors je ne sais pas comment ils font, mais en tout cas, il y a des exemples très très faciles à voir. Et puis autre chose aussi que je voulais souligner, qui n'est pas direct, qui sont les travaux de Margaret Mitchell et de Timmy Gebru, hein, les deux sont dans cette notion de mieux décrire aussi ces modèles. C'est-à-dire qu'on a maintenant plein de modèles sur étagère. Ce qui est vraiment important pour pouvoir les utiliser, au moins en tout état de cause, c'est de savoir dans quel cadre ils ont été faits, sur quelles données ils ont été faits, pourquoi, quelle a été l'intention. Et c'est ce qu'on appelle les model cards et les data sheets qui ont été mis en place et qu'on trouve de manière plus fréquente, et qui n'était pas une culture en fait de la communauté sciences computationnelles, hein, de faire ces genres de choses-là, et qui rentrent dedans de façon à ce qu'on puisse les exploiter de manière beaucoup plus aware, si je puis dire. Et puis je vais m'arrêter là, j'ai pas de questions, je ne suis pas aussi doué que mes collègues pour ramener des questions dessus. Merci. Merci beaucoup. On a un tout petit peu de retard, mais quand même une dizaine de minutes pour des questions. Alors, soit des questions précises à une intervenante ou un intervenant, soit des questions plus transversales, comme vous le souhaitez. Oui. Merci pour ces 3 présentations, c'était très intéressant. J'aurais une question assez générale, ce serait pour vous, qui définit ce que c'est qu'un modèle non biaisé? Je sais pas. Par contre, ça dépend de l'application principalement, je dirais. L'application, le contexte. Donc, c'est plus facile de débiaiser un modèle quand on sait à quoi il va servir. Et c'est là où on en est aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça. Et puis quand on est au courant des normes, le problème c'est qu'on a passé, je vous disais, du temps sur les modèles à apprendre à partir des données strictement, de façon à être objectif. Là, on se rend compte qu'il y a des normes en fait, qui viennent télescoper avec ce genre de choses qui n'ont pas été prévues du tout dans ces algorithmes-là, alors qu'on peut faire, parce que ça s'appelle les biais inductifs, on peut les introduire, sauf que c'est pas, voilà, c'est pas direct. Donc, qui fait les normes, je sais pas. Mais peut-être que des sociologues sauraient. Non, je ne sais pas non plus, mais dont je suis sûr, c'est qu'un modèle qui apparaît non biaisé aujourd'hui peut apparaître biaisé demain, par exemple. Donc regardez, par exemple, une constitution, c'est un modèle en fait, qui va définir qui a droit de siéger ou qui siège dans une assemblée représentative. Et ça bouge en permanence. Enfin, on a introduit, là, dans l'exemple que j'ai cité, par exemple, tout d'un coup, un critère qui est un critère de parité. Mais par exemple, on ne l'a pas introduit dans l'output, on l'a introduit dans le process, en disant les partis politiques doivent présenter à parité. Et résultat, en fait, les partis politiques payent des amendes pour ne pas présenter à parité. Donc un jour, quelqu'un d'autre dira, bah, si on veut vraiment que ce soit biaisé, il faut imposer un output, etc. Oui, en fait, je voulais faire une remarque et puis, du coup, savoir comment vous allez réagir à cela. En fait, il n'y a pas d'apprentissage possible, que ce soit humain ou machine, sans biais. Donc, tu parlais des biais inductifs, François, et il y en a dans tous les modèles. Et du coup, dans tous les algorithmes, même si je ne suis pas sûr, Gilles, qu'on parle exactement des mêmes biais à chaque fois. Mais voilà, donc c'est important. Par exemple, un humain, notre processus de reconnaissance des images fait qu'on est invariant en translation, invariant en rotation. C'est la même chose pour ces modèles. Sauf peut-être dans certains cas où on peut se dire, finalement, si ces modèles sont des approximateurs universels, il suffit d'augmenter le nombre de données, et le modèle est dans les données, finalement, tout se trouve dans les données. Mais ça, c'est peut-être un cas extrême, c'est même pas sûr que les modèles actuels, même ceux qu'on utilise dans les très grands modèles de langue, enfin, sont biaisés, au moins dans certains cas. En revanche, par exemple, dire que ces modèles de génération automatique, moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire que l'algorithme ait des biais de genre. Et je pense qu'il en a, par contre, les biais de genre viennent des données, et il en a certainement moins que votre algorithme qui va chercher à retrouver ces biais de genre dans les données, en fait. Forcément, parce qu'il y a des connaissances qui sont prises en compte dans vos algorithmes. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une hypothèse prénom, donc j'imagine que c'était une base de données de prénom qui était utilisée pour retrouver les verbes. Voilà, donc il y a forcément ce genre de choses. Donc, d'un certain point de vue,
La vérité, je pense qu'elle se trouve entre les sociologues et les informaticiens. C'est que oui, tu as raison, il y a toujours des biais. Et puis, mais après, suivant la nature des modèles, comme disait François, je pense que dans des modèles d'apprentissage, tu peux te dispenser d'un certain nombre de biais sociaux qui se trouvent dans les données. Mais bon, le débat reste ouvert. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non. Il y a une question. Bonjour à tous, merci pour ces présentations très riches. Alors j'aurais une petite question par rapport aux métriques que vous utilisez pour mesurer les différents types de biais. Donc est-ce qu'il y a des métriques et comment justement choisir ces métriques-là pour mesurer les différents types de biais que vous avez cités, notamment les biais historiques, de représentation, etc. Voilà, merci. Alors, j'ai essayé d'en présenter un qui était basé sur ce qu'on appelle des bancs d'essai. C'est-à-dire on va faire une liste des différents éléments qui sont représentatifs d'un biais ou pas d'un biais, et puis d'essayer de voir si notre modèle il va dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est des biais qu'on peut faire. Et une autre façon de mesurer ça, c'est de faire les différences de distribution. Je parle uniquement du texte, parce que les autres visions, c'est pas mon domaine. Une autre façon de faire, c'est de voir si les distributions des sorties, par exemple ce qui concerne hommes-femmes ou ethnicité ou ce genre de choses, va respecter les distributions de l'entrée, ou des distributions qu'on cherche à atteindre. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas sur les données, c'est une façon de voir si le modèle va amplifier des différences. Donc par exemple, si mon modèle qui va me générer je sais pas, des fake news ou ce genre de choses, non, c'est peut-être pas un bon exemple, qui va me générer des descriptions de produits ou je ne sais quoi, va prendre beaucoup plus d'exemples de femmes que d'hommes, c'est par rapport aux données qui sont censées être équilibrées, bah là on va savoir qu'il y a un biais. Et puis si on est bien informé, mais généralement c'est de l'outillage externe, parce que c'est vraiment des normes sociales qui sont pas forcément modélisées dans les données qu'on prend, donc on va aller chercher des normes, c'est là qu'on a besoin d'aide d'ailleurs, pour trouver un peu quelles sont les façons de faire. Donc l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur les stéréotypes, il est basé sur des déclarations. En fait c'est assez grossier comme façon de faire. Quand je prends l'exemple des news, par exemple, on a des choses beaucoup plus fines, qui sont plus des régularités, donc plus statistiques, donc on va jamais voir, enfin très peu voir dans un journal, par exemple, voilà, les gros sont pas attirants. C'est pas le genre de choses qu'on va voir. Donc là, ça demandera des métriques plus sur des statistiques derrière. Je suis pas sûr d'avoir vraiment répondu à votre question, mais... Oui, merci pour les présentations, effectivement très intéressantes. Je m'ai demandé à quel point, dans ces genres d'algorithmes que vous avez étudiés, comme des algorithmes de génération de langage ou de classification de texte, ou alors de reconnaissance parole et traitement de parole, à quel point il y a une certaine compétition entre la volonté de vouloir diminuer le biais dans les résultats et l'efficacité, les performances des algorithmes dans la tâche qu'on essaie de résoudre. Par exemple, un algorithme de classification avec un certain type de biais, à quel point il peut y avoir une corrélation négative entre tentative d'éliminer le biais et performance de l'algorithme dans la classification. Merci. J'imagine c'est pour moi encore. Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment des études. J'ai pas un recul encore suffisant là-dessus.
Donc la question en fait c'est est-ce que débiaiser le modèle va baisser les performances, en gros, si je résume. Alors sur l'exemple que je vous montrais qui date quand même un petit peu là de 2016, ça a diminué légèrement. Hein. Et le problème des biais, notamment l'autre exemple que je montrais là sur la thèse de Mao Garnerin, il est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a rien que cette notion d'homme-femme en parole n'est pas, elle pas binaire en fait. On n'a pas des voix d'hommes et des voix de femmes. Enfin, on a des populations qu'on peut différencier, mais une voix individuelle n'a pas de sexe appliqué dès le départ. Donc les exemples que je montrais en disant tiens finalement quand on met 70% de femmes, peut-être qu'en fait dans ces 70% de femmes, on va améliorer la distribution sur l'ensemble des speakers et donc du coup avoir un effet bénéfique. Mais voilà, j'ai pas de réponse précise sur ça va diminuer ou pas. A priori, il n'y a pas de raison que ça baisse les performances parce que tout dépend des bases de texte que vous avez, quoi. Donc si ces bases de texte sont bien faites, bien régulières, il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse de performance. Oui, bonjour. Merci du coup pour les présentations. Je voulais rebondir sur cette intervention. Effectivement, moi la perception que j'ai, c'est que quand on débiaise, que ce soit a priori, donc un peu les trois étapes qui nous ont été présentées, soit on sous-sample dans les données, ou alors on biaise le modèle, ou alors on le corrige a posteriori, c'est souvent effectivement qu'on a un modèle qui perd des capacités prédictives. Soit effectivement, bon, dans le meilleur des cas c'est pareil, mais sinon on en perd un petit peu, et je pense que c'est un peu la question importante, parce que finalement les grands groupes qui déploient ces technologies, les capacités prédictives, c'est leur source de revenus, puisque c'est ça qui font leur revenus publicitaires. Et du coup, ma question, moi, elle n'est pas technique, elle est un peu plus globale, c'est finalement, comment est-ce qu'on pousse ces acteurs-là pour qui avoir des modèles le plus prédictifs possible et leur source de revenus à accepter de perdre en accuracy, en quelques métriques que ce soit, pour avoir des modèles qui sont débiaisés finalement. Je ne suis pas sûr que je sois vraiment le mieux placé pour répondre à ça, mais j'imagine qu'il y a les techniques classiques qui sont lois juridiques, et puis de mettre plus l'accent. Alors, je ne vais pas répondre directement à la question, moi je vais peut-être prendre un parallèle avec le climat. C'est parce qu'on a le même problème sur la notion d'efficacité énergétique de ces différents modèles. Et on ne sait toujours pas encore vraiment si on arrive à faire des modèles qui consomment moins quand ils apprennent et qui aient les mêmes performances. Enfin, on ne peut pas le garantir. Donc ces questions-là, je pense que c'est une question soit de convaincre les gens dans ces entités-là que c'est important, soit au contraire de l'utiliser comme un facteur de présentation de soi-même, enfin de son entité. Comme on le fait sur d'autres, enfin comme ils le font sur d'autres thématiques. Mais j'ai vraiment pas, enfin je suis désolé, mais j'ai pas de moyens particuliers pour les forcer à aller dans un sens ou un autre. Un autre aspect ici dans lequel on peut peut-être, alors c'est vraiment très spécifique, mais avoir du poids, c'est qu'on a, aujourd'hui on utilise beaucoup de modèles préappris. Donc c'est-à-dire que c'est des modèles qui sont sur étagère et qu'on peut adapter à une tâche précise. Et peut-être que sur ces modèles préappris, on peut les mettre à disposition en garantissant que ceux-ci respectent une certaine forme de débiaisement ou de qualité. Voilà, il y a peut-être aussi ces choses-là, mettre en place des garanties sur ces éléments-là. Pour rebondir sur la loi, dans le domaine du recrutement, aujourd'hui, un recruteur, qu'il utilise ou non un modèle prédictif de recrutement, il est comptable devant la loi de l'explicabilité des résultats. Donc, d'une certaine manière, à partir du moment où il est obligé d'expliquer les raisons pour lesquelles il a rejeté ou sélectionné un candidat, effectivement, ça l'oblige à débiaiser au maximum.
Peut-être juste ajouter une autre chose aussi, c'est que d'une certaine façon, ce choix, est-ce que vraiment c'est à nous, à vous de le faire, en fait? C'est ça la question. Moi, je pense que le problème fondamental face auquel on est confronté, c'est qu'on est là, on est en train d'élargir les murs de la boîte noire. C'est-à-dire, en fait, en se disant, on a une boîte noire, comment est-ce qu'on va régler le problème? On va la régler dedans, donc on se met encore dedans, quoi. D'une certaine façon, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un débat public avec la constitution de ces questions-là en problème public, c'est-à-dire les sociologues ont inventé cette notion de problème public parce que il y a des tas de problèmes qui sont perçus comme des problèmes individuels, en fait. C'est-à-dire, j'ai perdu mon job, Amazon m'a pas recommandé la bonne paire de chaussures, je sais pas quoi. À un moment, effectivement, il faut que tout ça devienne un problème public pour que les gens s'en emparent et fassent des choix, en fait. Et c'est pas à nous, aux ingénieurs, de faire ces choix-là. Donc moi, tout ça m'incite à penser que le vrai enjeu, effectivement, c'est d'augmenter le niveau de conscience des problèmes algorithmiques dans nos sociétés. Que de ce point de vue, le fait qu'il y ait un investissement dans la pédagogie aujourd'hui, dans des instituts comme IAI, c'est une très bonne chose, pour que petit à petit, peut-être, on arrive à faire ça. Moi, je suis assez fasciné. Il y a très peu, par exemple, en France, il n'y a pas d'ONG qui s'occupe de ces questions-là, comme il y en a en Allemagne. Il y a une super ONG qui s'appelle Algorithm Watch, par exemple, qui très régulièrement, toutes les semaines, vous pouvez vous abonner à la newsletter, vous allez recevoir une newsletter qui vous dit la chaîne de supermarché machin vient d'implémenter un système de vidéo qui fait que tout le SDF n'arrive plus à passer les portes parce que dès qu'un SDF se présente, il ne peut pas rentrer dans le magasin. Bon. On a besoin, en fait, que tout ça, tous ces problèmes sortent, en fait. Voilà. Et malheureusement, en France, on a un débat très peu mature sur la question, qui est géré en général de façon très jacobine, c'est-à-dire qu'on prend un ministère, quelques ingénieurs, et puis on essaie de trouver une solution. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un débat social là-dessus. Voilà. Alors, moi, ma question, elle va être... C'était une réflexion autour justement des algorithmes d'évaluation des CV. Est-ce que vous envisagez à un moment donné, on voyait tout à l'heure par exemple un comportement différent selon que c'était le système qui produisait une réponse ou c'était un expert. Est-ce qu'à un moment donné, si on arrive, dans le cas super extrême où on arrive à avoir des systèmes qui sont entièrement non biaisés, est-ce que finalement les utilisateurs n'ont plus tellement envie de les utiliser parce que il y aura la réponse de l'algorithme ne sera pas en accord et aligné avec les propres biais que les recruteurs pourraient avoir, et finalement ils vont refuser systématiquement les propositions du système parce qu'elles iront à l'encontre de finalement de leur propre intuition qui est avec tous les biais que ça peut avoir, mais que du coup à la fin on se retrouve avec des systèmes qui seront parfaits mais qui seront utilisés par personne parce qu'en fait ça intéressera pas les gens. Ça, c'est une grande question, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de recrutement qui soit totalement dicté par les algorithmes, c'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle le recruteur augmenté, c'est-à-dire que les outils prédictifs proposent des conseils et des recommandations, et c'est toujours, au final, le recruteur qui tranche. Mais après, dans les années à venir, on verra. Et effectivement, c'est un risque, ouais. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune configuration dans les entreprises dans lesquelles le recruteur il est totalement extrait du process. Il est accompagné d'un certain nombre de recommandations. Ils sont des fois multiples, à la fois d'un expert et d'un algorithme, et il faut qu'il gère ces différentes sources et puis qui ne sont pas forcément concordantes. Et c'est toute la difficulté, effectivement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, mais en fait, c'est ça, c'est à la fin, la personne fait un choix. C'est le recruteur qui décide, ouais. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et on aura beau changer le biais dans les systèmes, si on ne change pas le biais dans l'humain, en fait, ça ne change rien. Tous les biais cognitifs, de toute façon, in fine, c'est eux qui vont impacter le plus la décision. Peut-être pour donner un exemple dans un autre secteur, il y a aussi une forme de socialisation réciproque des humains et des algorithmes ou des modèles qui fait que on s'adapte petit à petit. C'est-à-dire que dans le cas de le recrutement, il y a une espèce de truc où il se passe un événement. Mais si je prends pareil, il y a eu des études sur les plateformes de matching pour trouver un partenaire dans la vie qui montrent très bien que en fait, les individus sont capables petit à petit d'anticiper sur la décision algorithmique et du coup de s'ajuster aussi pour mieux se présenter et puis pour trouver une personne qui en fait leur ressemble socialement. Les gens aiment l'homophilie dans la vie, dans les couples par exemple. Et même des plateformes qui au départ, par exemple les premiers choix que vous faites la plateforme en général,
général sont très peu homophiliques. Mais en fait, on se rend compte qu'au bout de 10, 20 coups, en fait, au 20e rendez-vous, on a réussi en fait, à comprendre comment ça fonctionnait pour avoir la personne de son choix. En fait. Et donc, je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a un tissu assez fin dans lequel il y a à la fois effectivement de l'IA, mais aussi des décisions humaines qui se mêlent et qu'on est en train tous d'apprendre petit à petit à se comporter dans ce nouvel univers, quoi. Je peux poser une dernière question, merci. Du coup, ce serait pour revenir un peu plus sur pourquoi on fait ça, en fait, pourquoi on s'intéresse à avoir des algorithmes qui sont non biaisés. Donc, pour moi, ça paraît un peu assez évident, c'est pour donner l'égalité des chances à tout le monde, par exemple. Et donc, du coup, on voit qu'il y a une interaction forte entre le modèle et l'humain. Et donc, comme on a dit, voilà, il y a des biais dans les humains, des biais dans les algorithmes. C'est pas par hasard, c'est parce que derrière, ça vient des humains. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en faisant ce genre de travail, on peut, est-ce que le but, ça peut être d'essayer de changer la société en essayant d'avoir des algorithmes non biaisés, avoir une influence positive sur les humains, un peu comme de la manière dont on ferait avec les quotas, où c'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure, on n'aurait pas de biais dans la représentativité. Est-ce que ça pourrait avoir une influence positive derrière dans les biais qu'ont les humains? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Alors moi, ça m'est arrivé de le faire dans des classes, par exemple, de leur dire, écoutez, imaginons que Mythique tombe là en France ou Tinder, et vous avez pour responsabilité de créer un nouveau système, mais qui soit plus juste algorithmiquement. Et déjà, en fait, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par là. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la question, c'est la proportionnalité? Donc, si, imaginons qu'il y ait dans la société X% de personnes avec les cheveux de telle couleur, donc il faudrait que le système vous propose ce même pourcentage dans les choix qu'il va faire. Donc voilà, ça déjà, c'est pas évident. Est-ce que c'est, par exemple, qu'on veut réparer des torts? Donc on se dit qu'il y a telle population qui ont été peu avantagées dans le système dans l'échange matrimonial, donc on va essayer de réparer ça, par exemple. C'est pas évident non plus. Donc c'est super intéressant, mais c'est pas évident, en fait. D'une certaine façon, si on veut vraiment être égaux, il faut simplifier la vie et faire que des algorithmes aléatoires. En fait, moi, je crois que ça serait une super décision à prendre dans plein de domaines de se dire qu'on introduit l'aléa, point barre. En fait, ça peut. Alors, il faut mettre en place les conditions pour que le tirage soit aléatoire. Mais bon. Les assurances, ouais. Il y a encore 3 questions. Je sais pas si on. Est-ce que la salle est prête pour encore 3 petites questions, vu l'heure, hein? Allez, des très très courtes avec des réponses très très courtes pour frustrer personne. Merci beaucoup, c'est ma chance. Ok, merci beaucoup pour ces présentations vraiment très très intéressantes et qui devraient être vraiment accessibles à tout le monde. Petite question rapide, comment essayer d'améliorer les choses? Est-ce que c'est par la mise en place d'indicateurs, tels que vous le faites, donc identifier, visualiser les biais, ou éventuellement mettant en place des systèmes de certification, de la même manière que quand on est médecin, on passe un diplôme. Quand on a une IA qui va aider un médecin, il faudrait peut-être qu'elle passe un diplôme aussi, enfin en tout cas qu'elle soit certifiée par un organisme certificateur. Quelles seraient vos recommandations pour aller dans un sens meilleur, essayer de limiter ça? Je ne sais pas si on peut mettre en place des certifications pour ces différents algorithmes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est difficile de prouver en fait qu'ils vont être. Ce qu'on peut peut-être prouver, c'est qu'ils vont avoir un certain taux d'erreur qui permet de supposer qu'on peut passer une certaine barre et avoir une certaine fiabilité. Pour l'instant, tout ce qu'on sait faire, c'est mesurer. Enfin, c'est comme ça qu'on procède depuis le départ. On essaie de mesurer, voir s'il y a une tendance qui se reproduit. Je ne sais pas si on peut mettre en place aujourd'hui des certifications. Simplement parce que déjà, rien que la notion de biais et la notion d'étiquette, on ne les a pas encore vraiment cernées complètement. Voilà. Je réponds en fait pour dire que je ne sais pas. Peut-être que ça dépend de la définition des tâches aussi. J'ai un exemple en tête, c'est pendant le confinement, il y a plusieurs universités américaines et aussi des grandes écoles de commerce en France qui ont mis en place des algorithmes pour vérifier si les étudiants trichent lors d'examens par Zoom.
Donc par rapport à la tâche qui leur est confiée, si la tâche est de vérifier qu'il y a de la triche, ça fonctionne. Mais en revanche, évidemment, les jeunes femmes noires avaient un problème d'identification. C'est-à-dire que le système n'arrivait pas à les reconnaître comme étudiants participant au test. Et donc du coup, elles ne peuvent pas passer leur test, donc elles les échouent à leur examen final. Donc là, on se retrouve avec aussi un problème d'intrication des finalités, en fait, où un système qui est fait pour une chose, en fait, va produire autre chose. Moi, c'était juste un petit commentaire. Il me semble qu'on revienne à la même question au final. C'est que si on n'a pas de diversité dans les équipes qui font l'ingénierie de tous ces algorithmes, on ne va pas pouvoir débiaiser en faisant des améliorations mathématiques et scientifiques, en fait. Du moment où vos équipes, et vous êtes en première ligne, de vos équipes ne sont pas mixtes et n'ont pas un point de vue divers, je pense que c'est comme elle disait Kylie, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et du coup, vous êtes en première ligne et pour justement intégrer le changement dans le point de vue qui pourrait être diversifié du chercheur ou de la chercheuse dans votre équipe qui peut peut-être ouvrir un point aveugle qu'on ne peut pas avoir. Moi je ne suis pas d'accord que tout est économique parce que si on regarde, par exemple, il y a certains métiers où on est moins bien payé en tant que femme, mais on sait qu'on est plus productive à l'air travailler. Donc, si c'était toujours une question économique pour toute entreprise, les entreprises n'auraient que des femmes qui travaillent parce qu'elles sont moins bien payées, elles feraient des revenus. Mais j'ai vraiment le sentiment que tant que les équipes à chaque niveau ne sont pas diversifiées, en fait, on ne pourra pas prendre en compte tous les points de vue, en fait. Merci d'avoir fait le lien avec la première présentation, ce qui nous permet de boucler la boucle et de conclure cette session sur les biais sociétaux et les biais algorithmiques. Il nous reste à remercier nos 3 speakers et à vous remercier, vous, dans la salle, pour l'intérêt que vous avez manifesté, malgré l'heure qui tourne, les estomacs qui gargouillent, pour toutes vos questions. Merci beaucoup. So welcome to the last session, which is dedicated to PhD presentations. So we'll have a number of presentations by PhD students, and then there will be a jury and prizes awarded to presentations, to persons. And we have the pleasure to welcome Sophie, who is going to chair this session. So Sophie, I let you operate. Tu peux utiliser. Try it.